Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir tout ce qui est boîte CSS, donc c'est-à-dire tout ce qui est marge, bordure, padding, les displays basiques, donc bloc, inline et inline block, et ainsi que les unités pour changer les dimensions dans les widths, les heights, et par exemple les pixels sur les bordures, et quelles unités on favorise dans les marges notamment aussi. Donc on va commencer directement par margin, padding et border, qui sont trois propriétés extrêmement importantes pour définir la taille d'un contenu, d'un conteneur, d'une section. Donc il faut savoir que c'est définisable sur 4 côtés et qu'il y a ici 4 façons de l'écrire. Par exemple pour une margin bottom, pour une margin vers le bas du coup, on a top qui est pour le haut, right pour la droite, bottom pour le bas et left pour la gauche. Et donc là si on définit juste margin avec 4 propriétés séparées d'un espace, et ben ça va respecter cet ordre. Donc ici ce sera 0 au top, 0 à droite, 64 pixels en bas et 0 à gauche. Ici, on va dire top, les côtés et bottom. Donc 0 en haut, 0 sur les côtés et 64 en bas. Ici, on va dire le haut et le bas, et ici, la droite et la gauche. Donc là, c'est la seule propriété qui n'est pas identique aux autres parce que je ne pouvais pas faire pareil. Mais ici, ça va rajouter juste 64 pixels au top comparé aux 3 autres inscriptions. Et ici, c'est quand on définit une seule propriété, donc margin-top, 64 pixels. Il faut savoir que ça, si on veut 64 pixels partout, bon, on met margin 2.64 pixels. Et puis on a 64 pixels sur chaque côté du conteneur. Pour la bordure, c'est différent. On le verra dans le code CSS. Et la marge, il faut savoir que c'est l'extérieur de l'élément. C'est l'espacement entre le prochain élément. Et alors que le padding, c'est de l'espacement, mais à l'intérieur de l'élément. On va voir ce que ça change. On va bien le remarquer avec la border, notamment. Donc ici, directement dans le repository, si on tourne Live Server, on voit qu'on a ce rendu-ci. Donc si on inspecte déjà le HTML, on peut voir qu'on a à chaque fois une div avec un P, tout simplement. Et ici, on peut voir qu'on a la margin top, donc qu'on voit ici, on a 64 de margin en bas sur chaque élément. Le P, on lui a mis un fond en gris. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a des petites marges, mais des marges internes, ce qu'on appelle des paddings. Et on peut voir ici, il y a une bordure autour de chaque div qui est de 2 pixels. Donc en fait, la bordure, c'est comme ça qu'on l'a définie. On lui met sa taille, donc 2 pixels d'épaisseur ici par exemple, solide pour dire qu'on veut un trait continu. On aurait pu mettre par exemple dash, comme ça, si on voulait détirer. Donc on va rester solide et ensuite on peut mettre la couleur. Donc ici j'ai mis rouge. Et tout simplement en fait. Et on peut voir du coup que le padding, ça permet vraiment de faire de l'espacement entre la bordure et le contenu. Tout simplement. Et du coup maintenant voyons les displays basiques, donc les 3 valeurs de display qu'on utilise extrêmement souvent et qu'il faut connaître en premier lieu. Donc en premier du coup on aura le display block. Dès qu'une balise a un display block, et ben elle commence à la ligne suivante, il faut le savoir. Donc si on met une div par exemple dans un paragraphe P, et ben l'élément qui sera dans la div, le contenu dans la div sera à la ligne. Et l'élément qui suivra cette div sera aussi à la ligne du coup. Et un bloc ça prend par défaut une width à 100%. Ça prend 100% de la taille de son parent. Donc s'il n'y a pas de parent, ça prendra 100% de la taille de la fenêtre. Pour la propriété de display inline, par contre là ça ne change pas de ligne. C'est par exemple les balises strong, les balises span, toutes ces balises, les balises U, les balises stylistiques qu'on avait vues, et ben elles sont en inline de base. Elles ne changent pas de ligne. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que les propriétés width, height, margin top et margin bottom n'ont aucun effet sur du inline. On va le tester ici dans le code après, et on verra, on aura cet exemple de ça ne va pas fonctionner. Ce ne sera pas resizable. Et on a ensuite inline block, qui est un compromis entre les deux. Donc il se comporte comme un inline, donc c'est-à-dire qu'il reste dans le contenu comme un span, il ne va pas faire de retour à la ligne. Par contre, on peut le resize avec width, height, on peut les rajouter des margin bottom et margin top. Donc si maintenant on va dans le dossier display, sur GitHub, voilà, on va ouvrir Live Server, et on va voir plein de cas. Donc ici déjà on a un paragraphe avec un span pour le premier, et on voit qu'on n'a aucune différence. On voit même pas qu'il y a un span, parce que le inline suit le contenu du texte, tout simplement.
Ici, le P avec un lien A, c'est pareil. On voit que c'est du inline par défaut. Il faut savoir que soit une balise par défaut, elle est en bloc ou en inline. Inline block n'existe pas sur une balise par défaut, tout simplement. Ensuite, du coup, on a un P ici avec un U. Donc un U, on voit que ça ne change pas. Ça ne change pas, ça suit le contenu. La balise I aussi, parce qu'elle est en inline. La balise ABBR aussi, donc ça, c'est des balises statistiques qu'on avait vues. Et par contre, ici, on peut voir quelque chose. C'est on a un P, par contre là, et dans ce contenu-là, on a une div. Et ça retourne à la ligne automatiquement. Tout simplement. Et on a encore l'exemple ici avec un autre P. Donc si on met un P dans un P, hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis en... Attendez. Parce que là, la balise P est aussi en bloc par défaut. Et il y a du style dessus par contre. Pourquoi elle est en aussi gros? Il faut jamais... C'est le H1. Donc déjà oui c'est ça. C'est le H1. Donc là on peut voir déjà que le H1 dans ce texte là, c'est équivalent à celui-ci. Un H1, donc une balise de titre, donc de H1 à H6, est en bloc par défaut. Donc elle retourne aussi à la ligne comme une div. Et ici on peut aussi voir qu'une balise P est en bloc par défaut parce que si on met un P dans un P, on voit que le contenu qui est dans le P, eh ben, il est retourné à la ligne automatiquement. Et là, on va avoir l'exemple du... On a deux liens, un qui est en inline ici et un qui est en inline block. Et on lui a ajouté deux classes. Donc on en a un où il y a la classe resize et un not resizable. Celui qui a la classe resize, c'est pareil que not resizable, sauf que on a mis display inline block au lieu de inline. Et donc on va voir que avec le fond, on va pouvoir voir déjà que la margin top, ici, elle fonctionne. On a bien les 24 px si on inspecte. Hop là. Je me suis trompé. Voilà. Si on inspecte ici cet élément, on voit que la marge, elle a bien été prise en compte. Tout simplement. Et la height, pareil, la height et la width, on voit bien que l'élément est beaucoup plus gros que ce qu'il devrait être. Parce que inline prend seulement la taille du contenu. Donc ici, on voit que c'est très serré. Alors que block, ça prend 100% de la taille de la fenêtre, comme ce H1 ici, qui son conteneur s'étend de vers ici à vers ici. Et donc on peut voir voilà la différence entre ces trois différents types de display. Et retenez-les vraiment bien. Et apprenez aussi que les divs, tout ce qui est div, section, article, tout ce qui est vraiment conteneur, est finalement du bloc par défaut. Alors que tout ce qui est pour être inséré dans du texte, donc du span, du strong, du U, ce sera du inline en fait. Pour suivre justement la continuité du contenu. Et retenez-les parce que ça peut arriver d'avoir des petits bugs ou des petites choses qu'on ne comprend pas. Notamment le inline parce qu'on des fois les propriétés width ne marchent pas, on ne sait pas pourquoi. Et ben changez le display en inline block ou en inline selon vos préférences. Ou en bloc pardon. Et vous verrez que le problème sera résolu. Et donc ensuite on va voir quelques unités intéressantes. Donc on va voir les VH et les VW. Les LVH, LVW. Donc en fait ça c'est des propriétés qui se ressemblent ici. Et qui vont simplement dire, tu prends la taille de la... C'est par rapport à la taille de la fenêtre de l'écran. Tout simplement. On va voir un exemple juste après. Et ici en pixels en pourcentage. Et en EM et en REM. Donc on va voir plusieurs exemples. Donc déjà, hop, on ferme ça. J'ai mis un petit reset. Quand même. Et j'ai mis un petit peu de JavaScript pour pas y faire attention. C'est simplement pour voir la taille du pixel de la fenêtre. Quand on va resize, on va voir que la taille va changer. Elle grandit. Donc alors, qu'est-ce qu'on a simplement dans cet élément? Donc déjà, ici, on a notre div, deux divs. Donc une div first, une div second. Et on peut voir que l'élément div ici, il est à 100 VH. Donc c'est-à-dire à 100 VH, il va prendre 100% de la taille de la fenêtre en hauteur. Tout simplement. Et donc c'est pour ça que dès que je commence à scroller directement, le bloc s'arrête directement. Et si je l'agrandis, on va voir que si je scrolle, ça va être la même chose. Donc ça prend vraiment 100% de la taille de la fenêtre en termes de hauteur. Les VH c'est la height et les VW c'est pareil mais pour la width. Tout simplement. Mais ici on est déjà par défaut la div est en bloc, donc à 100% de la taille de la fenêtre qui est égale à 100 VW dans ce cas-ci. Ensuite, souvent pour les fontes, moi ce que je recommande, ici les font size par exemple à 12 pixels,
c'est vraiment de rester sur du pixel. Le pourcentage, moi je conseille pas du tout, ça n'aurait aucun sens. Et le M et le REM non plus. On va voir quelle est la différence entre les deux et dans quel cas ils sont utilisés. Mais je les conseille pas non plus, j'utilise jamais. Le pixel est beaucoup plus simple d'utilisation. Du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on va expliquer le M et le REM. Donc le M, il va prendre 2 fois la taille de son élément parent. Donc ici, c'est le premier paragraphe, en fait. Donc ce premier paragraphe qui est en EM ici, on voit qu'il fait 24 pixels. Pourquoi? Parce que la div est en 12 pixels. Donc il va prendre 2 fois 12, qui sera égal à 24 pixels. Et ici en REM, il va prendre 2 fois la taille de l'élément racine, qui est égale à la balise HTML. Et ici à la balise HTML, j'ai mis un font size à 24 pixels de base. Donc ce qui fait que ici on est à 48 pixels. Si je grandis par exemple à 48, on va voir que ça va devenir gigantesque. Ça va prendre beaucoup plus de 80 pixels. Alors que ici, si je change simplement dans la div à 24, on va prendre... Ici, si j'ai un 24, cet élément-là va passer en 48. Hop, je me suis trompé. Si je sauvegarde, et on voit que c'est égal à la même chose. Parce que ici, on est à 24 pour l'élément racine, ici à 24 pour la div. Donc les deux ont les, entre guillemets, mêmes références en termes de pixels. Mais voilà, faut connaître ces unités aussi. Vous pouvez les apercevoir, mais je conseille vraiment d'utiliser toujours des pixels. Moi personnellement, c'est ce que je fais depuis 2 ans et demi et ça marche très très bien comme ça. Et tout le monde fait comme ça. Et ensuite aussi LVH ainsi que SVH qu'on a vu ici. Donc c'est pareil que VH et VW, sauf à une différence, c'est que SVH va prendre la taille minimale de l'écran. Donc en fait, on verra cette différence sur mobile, parce que sur mobile, si vous scrollez vers le bas, et ben vous avez votre barre de recherche qui est soit vers le haut, soit vers le bas, qui va se rétrécir pour laisser plus de place pour lire le contenu. Et ce qui va faire que la taille en VH va changer. Et ça peut faire des petits bugs graphiques, ou ça peut faire que votre scroll, il va être étrange quand vous scrollez vers le bas. Et ils ont créé ces deux valeurs, LVH qui va prendre la taille la plus grande, donc quand la barre est 100% rétractée. Donc même si elle n'est pas rétractée, ça va faire comme si elle était rétractée pour la taille dans CSS. Et SVH c'est l'inverse, c'est quand la barre sera toujours visible. Il va se fier sur cette taille là. Donc c'est vraiment bien. Par contre c'est des nouvelles unités qui ne sont pas encore prises en charge énormément. Parce que si on va sur CanIUse, qui est un site qui permet de voir la compatibilité entre navigateurs des propriétés, si on met LVH par exemple, on voit que c'est pris en charge sur tout, sauf sur Firefox qui est malheureusement mon navigateur préféré en plus. Donc actuellement on peut voir que ça ne fonctionne pas encore, donc c'est déconseillé de l'utiliser. Ou si vous l'utilisez, dans ce cas-là vous définissez ici juste avant LVH ici et vous définissez en VH. Comme ça, si la propriété ici n'est pas prise en compte ou ne marche pas, et ben Firefox, lui, vu qu'il ne la comprend pas, il va prendre la valeur avant, donc soit par défaut de la div qui sera la taille du contenu, ou soit il va prendre votre dernière valeur. Et c'est pour ça que notamment quand vous générez par exemple un background linéaire, et ben vous allez avoir une valeur juste au-dessus. On va le voir. Ah, je l'avais, CSS gradient. Ici, quand on va sur CSS gradient, pardon, voilà, donc ça nous crée un gradient. C'est la même chose ici, c'est que des fois les linéaires gradient, en tout cas avant, n'étaient pas pris en charge sur tous les navigateurs, et donc on définit une valeur par défaut qui est simplement un background ici de couleur rouge. Tout aussi simple que ça. Et donc voilà pour les unités, donc les trois à retenir c'est VHVW, donc pour la 100% de la taille de c'est par rapport à la taille de la fenêtre, donc 100 c'est 100% de la hauteur de la fenêtre, pareil pour VW pour la largeur. Pixels pour les fontes, pour les margines, les paddings, les bordures, tout ce qui est statique, et les pourcentages pour tout ce qu'on veut changer par rapport à des éléments enfants, parents. Mais bon, ça vient avec l'expérience et ça se trouve assez facilement les différences entre les autres. Et donc pour la prochaine vidéo, du coup, on verra les changements de comportement d'un élément à un autre. On verra aussi comment paramétrer la position d'un élément. Donc on pourra par exemple voir comment est-ce qu'on fait des headers qui flottent. Tout simple. Bon, sur ce site là il n'y en a pas. Mais par exemple si on va sur mon portfolio, on pourra voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que dès qu'on scrolle, et ben on a ce header qui reste en place. Et c'est super simple à mettre en place, beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser. Et ce sera du coup le
petit exercice de la vidéo suivante, pardon. Et du coup, en description, vous trouverez un lien vers ce GitHub, donc le petit code qu'on a utilisé. Je vais pas décrire ici le JavaScript, il n'est pas très compliqué, mais il n'a pas d'intérêt dans cette vidéo, il y aura des vidéos sur le JavaScript. Vous pouvez aussi trouver des liens vers mes réseaux sociaux et le portfolio aussi. Vous trouverez un lien vers Can I Use pour que vous ayez ce site en référence, il est vraiment utile et je vous conseille de le garder en favori. Surtout quand vous débutez parce que vous savez pas quelle propriété fonctionne, dans quel navigateur, on peut pas le deviner. Par exemple Linear Gradient, on voit que maintenant c'est supporté partout, mais avant ça ne l'était pas il y a longtemps. Et vous trouvez aussi un lien vers la musique que j'utilise dans cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.